A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau format, un format podcast où j'ai le privilège d'interviewer des personnalités que je trouve inspirantes, motivantes. Ce nouveau format s'appelle le... bon, j'ai du café, mais bon, c'est le Briti Etsey. Pour ceux qui ne sont pas marocains, qui ne comprennent pas le Darija, ça veut dire veux-tu du thé. Donc c'est un format assez intéressant où je vais pouvoir interviewer directement une personnalité que je trouve inspirante, motivante. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer mon grand frère en tant que premier invité, Mohamed. Donc Mohamed, faut savoir que c'est le plus grand de notre famille. Il a été donc un rôle assez important dans ma vie, inspirante, motivante. Et aujourd'hui, pourquoi je le mets en avant ? Parce que je trouve que c'est une personnalité très inspirante, très motivante, je le dis, je le répète. Et il a pas mal d'anecdotes à nous raconter tout au long de son parcours, son expatriation, le monde Topkel que vous avez suivi aussi il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Mohamed, salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Ça fait bizarre de se retrouver dans une ambiance un peu podcast. D'habitude. Écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. En quelques mots, vas-y. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc j'aimerais tout d'abord te remercier. Je t'en prie. De m'avoir donné l'honneur d'être le premier invité de ton podcast, Briti Etsey. Donc ça me touche. Merci beaucoup pour cet honneur. Hein. Et puis, donc tu m'as posé comme question, tu voudrais que je me présente? Ouais, en quelques mots, une petite introduction. Alors, je m'appelle Mohamed Afkir. Je suis né à Clermont-Ferrand en France. J'ai 3 enfants. 2 filles, un garçon, Sarah, 25, Shema, 23 et Naufel, 14. Donc, j'ai fait ma scolarité en France jusqu'à ma classe prépa. Ensuite, j'ai été vivre à Brest, où j'ai fait mon école. Tu avais des études d'ingénieur, c'est ça? Des études d'ingénieur, c'est ça. Et puis ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, je suis parti m'installer en Angleterre, où j'y suis resté 10 ans. Ah oui, ok. Puis on est revenu en France, et puis ma femme et moi, on a trouvé ça difficile le retour. Puis finalement, on est reparti en Malaisie. On est resté... Bon, on parlera de ça parce que j'ai vu que tu avais vécu 10 ans. Donc on aura vraiment une catégorie, une partie pour l'expatriation. Donc tu m'as dit Malaisie. C'est ça, Malaisie. Puis j'ai même vécu 1 an à Mohammedia. Ok. Et puis là, on est basé encore... Vous êtes revenu en France, là? Revenu en France, on est basé en France. Et puis peut-être, Inch'Allah, si Allah le facilite, on se réinstaller au Maroc. Amin. Ok, très bien, super. Ok. Pour l'introduction, j'ai aussi des questions du coup à te poser au niveau de ton introduction. Est-ce que, donc, par rapport à l'introduction, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, le fait de... Non, ça sera dans l'expatriation. Donc là, on va partir maintenant sur une deuxième partie. C'est ça, hein, je pense que tu avais fini ton introduction. Tu veux que je parle un peu des facteurs qui ont influencé ma carrière? Exact. Alors, il y a 3 points qui ont influencé les facteurs qui ont influencé réellement ma vie. Hein. En fait, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est j'ai fait l'armée en France. Et l'armée ça a été très, très dur, mais m'a beaucoup apporté. Le service militaire. Ouais. À mon époque, elle était obligatoire pendant 10 mois. Et ça a vraiment créé quelque chose d'assez particulier en moi. Je trouve dommage qu'elle a été arrêtée. Hein. Ça a créé de la discipline, le dépassement de soi. Le deuxième, ce sont mes enfants. Okay. Quand j'ai eu ma première fille, machallah, c'était un miroir en fait. Je me voyais en elle et puis ça m'a beaucoup remis en question. Okay. Et le troisième point où vraiment ça a eu une influence sur moi, en fait, il y a un moment où mon père est décédé, je me suis fait licencier et j'ai pris le vélo, j'ai dit à ma femme, c'était la quarantaine aussi, hein. Okay. J'ai dit je pars. Et j'ai fait Paris-Tanger, 21 jours, tout seul. J'ai mis des bagages. Wow, ok, d'accord. Donc ça faisait 2100 km. Ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie. J'ai fait une introspection. Il faut savoir que juste avant aussi, on a quand même fait pas mal de Paris-Clermont-Ferrand pour s'entraîner. Ouais, c'est vrai. Okay, en fait, je t'explique l'anecdote, c'est qu'au début, je voulais faire Paris-Mecca. Okay. Ma femme, machin, m'a dit non, tu rigoles, fais d'abord un petit truc simple. Alors j'ai fait Paris-Clermont avec toi. Okay. Paris-Clermont, c'est 400 km. Hein. Okay. J'ai dû le faire 3, 4, 5 fois. Je l'ai fait avec Youssef, notre frère. Je l'ai fait avec toi 2 fois, je crois. On l'a fait 3 fois. 3 fois. Je crois qu'il y a eu un échec aussi entre-temps. Il y avait aussi mon ami Olivier, avec qui on était parti. On l'a fait 3 fois, je crois. On a eu un succès et un deuxième succès plus ou moins fait. Ouais.
C'est là que j'ai découvert que toi aussi, tu avais cette graine du dépassement de soi. Ouais. Je me suis dit, Bilal, il a quelque chose de Mais c'est là, en fait, particulier. où vraiment c'est découvert parce que faut savoir qu'au niveau de la famille, moi, je suis dans le dernier groupe. Donc, je suis le plus petit. Je suis l'un des plus petits. Et toi, tu es le premier de la famille. Donc, on a quand même une 20 ans vingtaine d'années ouais. d'écart. Ouais. Bah, tu sais, quand tu vis quelque chose avec quelqu'un dans la difficulté, parce qu'en fait, juste pour clarifier, c'est quoi, pareil clairement, c'est 400 km en 2 jours. Donc, c'est 200 km par jour, c'est hyper intense. Ouais, c'est physique. On sort très tôt le matin, on arrive très tard le soir, on dort un peu à l'arrache avec des tentes. Et c'est énormément de souffrance, mais c'est énormément d'amour. Tu vois. On a appris à se connaître, on a appris à vivre, on a vécu des choses exceptionnelles, hein, toi et moi. Ouais, ça, en fait, dans la difficulté, tu vis beaucoup de choses importantes et, comme tu dis, émotionnelles. Après, je m'en souviens, moi, j'étais plus dans le mental que dans le physique. Hein. J'étais pas du tout préparé. Tout à fait. Et pareil pour Olivier. T'avais pas de vélo, c'est moi qui t'ai prêté celui de ma fille. Ouais, je m'en souviens. Ton copain, je lui ai prêté le vélo de ma femme. Et puis après, il a crevé du coup sur place. Ah, c'était une expérience magnifique. Magnifique, j'avoue. Et donc là, après, tu me disais Paris, donc tu as fait Paris-Tanger. Ouais. Durant cette expérience, donc moi, j'étais pas avec toi. Ouais. C'était sur une semaine entière, c'est ça 3 semaines, 21 jours. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que tu as... C'était en moyenne 100 km par jour. Et t'en tires quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Je pense que tu as appris beaucoup sur toi aussi à ce moment-là. Tu étais dans une petite crise de quarantaine. Ouais. Ok. Donc, c'était ma quarantaine. Bon, en fait, j'en ai 51. Donc, c'était il y a à peu près... Allahumma barak. C'était il y a à peu près 10 ans. Ok. Et j'avais pas d'entraînement. Okay. Donc, les premiers jours ont été très difficiles, énormément de douleurs. Ah, je m'en souviens. J'ai failli abandonner. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé mon mental. Et en fait, quand je suis en douleur, en fait, ça me permet d'oublier ce que je vis, les difficultés que je vis. Tout le monde a des difficultés. Hein. Allah, il est juste. Et Allah nous donne des difficultés pour nous faire grandir. Donc, quand tu arrives à te convaincre que les difficultés ne sont pas là parce que Allah te déteste, c'est l'inverse. Allah nous aime. Et Allah est juste. Ça, et il nous éprouve. Et cette épreuve va nous permettre de grandir. Donc, si tu arrives à te convaincre que l'épreuve, elle est bonne, et surtout qu'il nous éprouve vraiment à la limite que l'on peut vraiment endurer. Tout à fait. Et en sortant de notre zone de confort, cette phase-là où tu vas être en difficulté, tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à t'aimer. Et puis moi, tu sais, quand tu pédales pendant 8 heures, 10 heures par jour, tu es tout seul. Ouais. Et là, il y a une connexion qui se crée avec Allah. Et puis moi, j'avais, tu sais, quand je prenais le guidon, j'avais pris l'habitude, tu sais, comme le piano. Je faisais du dhikr. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. J'avais pris des réflexes de faire du dhikr sur les... Je peux pas lâcher le guidon. Et je faisais du dhikr. Et subhanallah, ma foi, elle a grimpé comme pas possible. Et je faisais mes prières à l'heure, je lisais le Coran régulièrement, je faisais mes doigts. C'était une introspection, un voyage spirituel. Je me suis reconnecté avec mon divin. Et en fait, j'étais surtout dans le tawakkul parce que quand tu fais ce genre de parcours, tu sais pas où tu vas dormir. Ça, en fait. Tu sais pas où tu vas manger. Il y a énormément de doutes en fait. Je suis vulnérable parce qu'en fait, j'ai un peu d'argent sur moi, mais le premier qui arrive et qui m'attaque, je sais pas me défendre, j'ai rien. Et finalement, tu vis vraiment dans le tawakkul. Tu dis, Allah, je suis dans tes mains, je sais pas où je vais être, je sais pas où je vais dormir. Et tu vis des choses exceptionnelles parce que dans notre vie aujourd'hui, on essaye de tout anticiper. On essaye d'anticiper les études, l'école, le frigo, la nourriture. Et là, tu ne sais pas ce qui va t'arriver ce soir. Tu ne sais même pas où tu vas dormir. Tu as un parcours, tu sais que tu dois faire 100 km, tu sais que tu seras dans cette zone-là. Des fois, il y a des hôtels, s'il y en a. Des fois, c'est des campings. Ouais, il y a des Puis des fois, je dors en mode... surtout que tes checkpoints, au final, tu ne vas peut-être pas forcément les atteindre parce qu'il y a des imprévus dans la journée. Tout à fait. Le vélo tombe en panne, il y a du vent, il y a une montagne, il y a un souci, il y a un problème. Je n'arrive pas à la destination et finalement, je dois improviser, je dois m'adapter. Waouh, magnifique. Magnifique. Ouais, c'est une expérience de ouf. Hein. Et je m'en souviens, tu l'avais même publié sur Facebook. Donc moi, je suivais tes aventures vraiment jour en jour. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était la vieille époque où il y avait Facebook. C'était les premiers débuts. C'était ouf. C'est ça. Pour la motivation des dépassements de soi, tu as peut-être d'autres anecdotes à nous raconter. Il y a eu ce moment-là qui a été important. Alors, pour le dépassement de soi, en fait, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Je ne suis pas un grand sportif. C'est juste qu'en fait, moi, je pense que la différence, c'est qu'en faisant l'armée, enfin, en faisant ce que je te disais tout à l'heure, ça a créé en moi un besoin de dépassement de soi, une volonté, une détermination. Et finalement, je me suis rendu compte, surtout à l'armée. Hein. Tu sais, quand j'étais à l'armée, j'étais dans les bureaux, je m'ennuyais un petit peu, puis j'ai passé des grades. Hein. Je suis passé caporal-chef. Et puis ensuite, je m'ennuyais encore. J'ai dit, je vais être chasseur alpin. Et puis, donc, c'était des examens, ça tu passes pour être chasseur alpin, tu passes 1 mois.
et tu vas vivre dans la montagne. Et puis, tu sais, quand tu fais du ski, bah, tu as des tire-fesses, mais là, quand tu es à l'armée, en fait, tu n'as rien. Tu as juste des skis avec une peau de phoque. Et en fait, tu montes Waouh, c'est la sans tire-fesses, sans téléski. Et finalement, on se retrouve une centaine quand on était dans l'unité. Okay. Et quand tu regardes, tu as la tête qui se lève, tu dis non, je ne peux pas le faire. Puis, tu sais, on a un FAMAS, c'est le fusil d'assaut. C'est quoi un FAMAS exactement? C'est un fusil d'assaut, tu sais, c'est le fusil français. Tu as la Kalachnikov qui est russe, et nous, on avait le FAMAS. Donc, c'est assez lourd. Hein, ça fait un truc comme ça. Ah ouais. Puis, tu as le gros sac à l'arrière qui fait 40 kilos. Waouh. Puis, tu as les vieux skis sur lesquels tu utilises, et puis tu montes des journées entières. Et puis, ton corps te dit arrête. Et puis là, tu sais, quand tu es à l'armée, ils sont là, il n'y a pas d'empathie. Hein. Tu n'avances pas, on te rentre dedans. Quoi. Et on a du mal un peu pour la génération, pour les personnes de ma génération, on a du mal un peu à savoir exactement ce que c'est parce que le service militaire n'était plus obligatoire. On a dû faire une journée. Les classes, ouais, une journée, juste une journée je sais plus comment ça s'appelle, une journée à la caserne pour voir un petit peu, mais le service militaire avait été retiré. Juste pour un petit peu expliquer, le service militaire, c'est sur combien de temps? C'était à l'époque 10 mois. Donc tu mets en pause ta vie, tes études, Ouais, je l'ai fait. J'ai arrêté mes études. J'étais en école d'ingénieur. Ils acceptent. Du coup, c'est une pause que. Oui. Il n'y a pas de problème. Elle me dit votre inscription, elle est reportée après votre service militaire. D'accord. Et je pense que c'est dommage que ça soit arrêté parce que ce que je te disais hier, la jeunesse, il est ultra connecté. Elle est plus dans cet effort. Ouais. Elle est plus dans cette. En fait, c'est une discipline. Hein. Tu apprends énormément de choses. Ce que tu me disais, dans la difficulté, tu apprends énormément. Dans la facilité, au final, merci de ce rappel. En fait, je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, qui disait que les temps faciles, les temps difficiles vont créer des gens solides. Des hommes forts. Des hommes forts. Et les temps faciles, hein, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Nos enfants, on a tous les moyens, alhamdoulilah. Et on protège nos enfants, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Et on crée des enfants fragiles. Fragiles, c'est ça, exact. Le problème, c'est qu'on leur donne tout. L'enfant, il ouvre sa bouche, tiens, un iPhone 15. Ouais, tout est rapide pour lui. Tout est rapide. Ouais. Et puis lui, il est ultra connecté. C'est dans le moindre effort. Ils font pas beaucoup d'efforts. Et finalement, on se retrouve avec des enfants fragiles. Et l'armée, en fait, on vit pas chacun dans sa chambre. Hein. Ouais. On est dans une pièce où on est 40 ensemble. Hein. Et j'avais du mal à prier. La prière était horrible. Je me cachais pour prier. Et puis... tout était mélangé, les communautés. Ah oui. Après, les classes sociales sont mélangées aussi. Tu vois. Il y a aussi les classes sociales. Et là, tu te retrouves avec des gens qui ne pensent pas comme toi, qui sont différents. Okay. Et c'est une expérience qu'il faut vivre. Je pense que c'est pas négligeable. Et c'est dommage que ça a été arrêté. Quoi. Ah oui, magnifique. Et notre frère Youssef à Skip, du coup, je sais qu'il l'a pas fait. Ouais, il leur a dit qu'il avait un souci, je ne sais trop quoi. Puis plein de gens ont fait pareil. Hein. Tu leur dis que tu as un problème d'allergie ou de l'asthme, ou problème de pied. Ou... Il y a une série qui est rigolote dessus, c'est H. Là, à un moment donné, quand ils sont dans le, ils doivent ils doivent passer un examen pour savoir si tu es apte. Ouais. Et t'as tout le monde qui gruge pour ne pas être apte. Genre j'ai les pieds plats. Il y a tout un tas de. Mais ça reflétait un petit peu. C'est pas mal ce que tu dis parce que ça nous permet de pouvoir. Je pense qu'on a parlé donc de la motivation, dépassement de soi. Tu parlais de la discipline dépassement de soi de la nouvelle génération et là donc notamment ce que vous avez suivi récemment, on a fait le Mont Toubkal. Juste avant qu'on passe au Mont Toubkal, je voulais dire un autre point sur la motivation. Il y a un point qui est important. Tu m'avais posé la question hier. Tu m'as dit Mohamed, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ta source de motivation? Oui. Pour faire ce genre de... Pourquoi tu fais ces dépassements de soi? Pourquoi tu ça vient d'où en fait? Ça vient d'où exactement? Voilà. En fait, tu m'as fait réfléchir. Hein. J'ai challengé. Je t'ai challengé. Tu vis des choses naturellement et tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Et puis quand on te pose des questions, tu commences un peu à réfléchir. Tu dis pourquoi je l'ai fait? Et tu dois chercher à l'intérieur de toi-même. Je pense que je l'ai fait... Alors là, tu parles de quoi? Tu l'as fait pourquoi qu'est-ce qui me motive à faire ce genre Ces dépassements-là. Ces dépassements-là. Etc. Non, en fait, qu'est-ce qui me motive à faire ces dépassements-là? Je bug un peu là. Qu'est-ce qui me motive? Tu cherchais à me dire qu'est-ce qui te motive? Elle vient d'où cette motivation en fait, en toi? En fait, j'ai été un peu victime. C'est pas moi qui, tu sais, quand tu es à l'armée, tu as un gars qui arrive qui va te fouetter pour que tu avances, tu vas te lever à 4h du matin pour faire des pompes, etc. Ouais. Et en fait, ça a créé en moi une discipline.
Et en fait, j'ai remarqué j'ai créé pas mal de groupes de scouts, j'ai créé pas mal d'organismes d'activités pour les enfants. Ok. Quand j'ai vécu en Angleterre, on a créé, avec ma femme, mon épouse, on a créé des écoles musulmanes, on a créé des activités extrascolaires. Et quand on est revenu en France, mes filles étaient ados. Je voulais les mettre dans des structures musulmanes, je ne trouvais pas. Ok. Donc je les ai mis chez les scouts catholiques. Ok. Et quand elles ont été chez les scouts catholiques, j'étais, tu sais, c'est des filles, j'ai 2 filles, j'étais inquiet, je ne savais pas trop comment ça se passait, avec qui elles avaient fréquenté. Alors, moi, je leur ai proposé d'être animateur, Ok. malgré moi. Ok. Puis finalement, j'ai aimé. Donc, j'ai passé mon BAFA. Tu sais, Ok. le BAFA, il faut 4 semaines, tu payes. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien. Enfin, il y avait un organisme qui s'appelle le Scout Musulman de France, mais elles n'étaient pas là où j'habitais. D'accord. Donc, j'ai créé une antenne Ok. à Versailles. J'étais près de Versailles, à Paris. En fait, dès qu'il y avait un besoin, tu t'es spécialisé pour C'est pouvoir ça. créer les structures. Et finalement, pour créer l'organisme moi-même, l'antenne, j'ai passé mon BAFD. Tu vois, c'est Ok. un Ouais. brevet de directeur pour être responsable de Ok. l'organisme. Donc, j'ai ouvert une structure à Versailles. Ok. Et suite à ça, je me suis retrouvé avec à peu près 50 enfants. On avait une dizaine d'animateurs. Waouh, ok. Une très grande demande. Et j'ai remarqué qu'en fait, notre Oumma, notre communauté, avait énormément de besoins. Je vais te raconter une histoire. Une fois, on avait fait un camp avec des enfants. Ouais. Et puis, j'avais un jeune qui venait du sud de la France, scout musulman de France. En fait, dès que tu ouvres un camp, tu prends un peu tout le monde. Et puis, le jeune était un peu pas stable. Et puis, tu sais, quand tu fais du scoutisme, on a des opinels, des tout petits couteaux pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre en forêt, parce qu'on vit en forêt quand on est des scouts. Et on a aussi des haches pour couper du bois, pour faire du feu, etc. Et puis, ce jeune dont je te parlais, il devait avoir 14 ans, il prend la hache, il prend un autre jeune et il lui met sur le cou. Waouh. Quand j'ai vu ça, Mais tu l'as vu devant moi. Devant toi, ok. Là, j'ai paniqué. J'ai dit, il va me faire une catastrophe, celui-là. Je lui ai dit, toi, tu t'en vas, je peux pas te garder. Donc, il était vraiment agité. Il était vraiment pas, il était pas stable. Il avait vraiment des problèmes dans sa tête. J'appelle son père. Je lui dis, écoute, tu viens chercher ton fils, je peux pas le garder. Il est pas stable. Okay. Le père se met à pleurer. Il me dit, j'en peux plus de ce gosse. Je veux plus le garder. Et puis moi, il était dépassé en fait. Il était dépassé, mais moi je me sentais impuissant. Tu vois, quand tu te retrouves avec une quarantaine d'enfants, je peux pas donner tout mon. Il va me prendre tout mon temps. Je vais pas pouvoir m'occuper. J'ai une dizaine d'animateurs. J'ai 40 enfants. J'ai besoin d'avoir. Enfin, il lui faut beaucoup d'attention. Ouais. Et quand il s'est mis à pleurer, que je me suis senti impuissant, je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici. T'as senti la fragilité. J'ai senti la fragilité de notre communauté, et c'est pas un cas isolé, il y en a beaucoup comme ça, il y a beaucoup de besoins. Et malheureusement, on n'a pas les structures adaptées. Et malheureusement, cet enfant, s'il n'est pas suivi, s'il n'y a pas ce soutien, s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour l'accompagner, il va finir en prison, il va finir dans la drogue, il va finir je ne sais trop où. Ouais. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis senti vraiment impuissant, mais surtout, je me dis peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ouais. Une autre anecdote, tu sais, un jour, il y a un ami qui m'appelle, il me dit « Mohamed, ouais, tu te rappelles de moi ?» Je lui dis « T'es qui, toi ?» Bon, je ne vais pas donner son nom, mais et puis il me dit « il était à Paris. » Je suis à Paris. Il me dit « On va manger ensemble. » Je vais manger. Et puis il me dit « Tu sais, Mohamed, quand tu étais jeune, tu m'as parlé d'école d'ingénieur. » Il m'a dit « C'est grâce à toi, j'ai fait une école d'ingénieur. » Je le regarde, je ne me rappelais plus que je lui avais parlé. Donc c'était un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Et finalement, j'ai réalisé que on peut avoir un impact énorme sur la jeunesse. Ce que je te disais hier, en fait, des psychologues disent qu'il est plus facile d'impacter un adolescent ou un jeune adulte que de impacter, que de transformer un adulte. Okay. Et c'est pour ça que je pense que moi, tu vois, c'est un peu ma vocation. J'aimerais travailler sur cette jeunesse, travailler sur ces ados, sur ce jeune adulte. Et j'ai un peu une philosophie qui est dans ce que je te disais tout à l'heure, dans le dépassement de soi, dans la volonté. Et là, tout de suite... T'as un rappeur qui disait ça à la Médine, sur une phrase, il disait faire des enfants forts et non pas des adultes cassés. Tout à fait. Donc ça résume un petit peu le truc. Et là, ça fait la transition sur le sujet dans lequel tu voulais juste parler. Bien sûr. Pourquoi on a fait Toubkal ? Et ben en fait, c'était la transition qui te permet de... je t'ai entendu, tu disais tout à l'heure, et c'est là où du coup je voulais intervenir par rapport à mon Toubkal, c'est que tu disais la nouvelle génération... Elles ont du mal à... Bon, je pense qu'on parle, toi et moi, de ton fils, Naoufel. Donc, c'est mon neveu. Et donc, cette nouvelle génération est un petit peu feignante, on va dire, en quelque sorte. Ils ont besoin de... Attention, il va arriver, il va nous dire « Non, je suis pas d'accord. » Ils ont besoin de ça. Et donc, du coup, je pense que c'était un petit peu l'idée. Alors, pour un petit peu résumer,
Le monte-up-curl, c'est toi qui me l'as proposé. Bon, les gens savent, mais moi, je suis venu vivre à Marrakech il y a quelques semaines. Donc, j'ai quitté les Émirats. Et donc, une fois installé, le monte-up-curl, il faut savoir que c'est peut-être à 60 km à peu près d'ici. Quand tu m'as dit le monte-up-curl, j'ai fait, bon, je cherche un challenge. Je cherche, parce que du coup, le Paris-Clermont-Ferrand, moi, c'était des excitations qui me permettaient de pouvoir un petit peu aussi changer l'esprit quand tu as beaucoup de stress au quotidien. Et donc là, je me suis dit, waouh, j'ai regardé. Alors, au début, je fais, ouais, vas-y, c'est bon, monte-up-curl, ça me va. Puis après, je me renseigne et je me dis, bon, le monte-up-curl, c'est quand même la moitié de l'Everest. Je me suis dit, bon, ça risque d'être une aventure extraordinaire. Et bon, voilà, du coup, je te laisse la parole. D'où est venu en fait ce projet-là? Je sais que tu l'avais fait auparavant, c'est pas ta première fois. Et je pense que du coup, il y a un lien aussi avec ton fils. Oui, tout à fait. En fait, moi souvent, ça m'arrive une fois par an, je fais ce qu'on appelle, ce que dit Bill Gates. Bill Gates, il fait des Think Week. Ok. Il s'isole pendant une semaine, juste D'accord. pour faire une introspection. Pas d'écran, pas de clavier, pas de téléphone. Il est vraiment en s'isole. mode. Ok. Moi, c'est ce que je fais. Bon, je l'ai fait quand j'ai fait Paris-Tanger. Je l'ai fait aussi récemment. J'ai pris mon vélo. Je suis parti de Marrakech jusqu'à Tenerife jusqu'à Agadir. Et en fait, je m'isole et je pars je pars avec moi-même et je me connecte à Allah. Et donc là, juste du coup, pour un petit peu plus décrire ce mood-là, c'est totalement off. Donc pas de notif, pas de. Donc t'es juste joignable. Bon, ma femme, elle aime pas trop ça, mais oui, c'est ouais, ça. Bah c'est ça. Je l'invente. Je dis, bon, je suis arrivé là, mais je voudrais m'isoler. Bon, après, je pense que pour Bill Gates, c'est plus facile parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'occuper de sa famille. Mais pour un père de famille qui, Allah Mabalek, a des enfants et une femme, on reste quand même responsable. C'est compliqué de se mettre dans ce mood-là. Hein. Alhamdoulilah, ma femme, elle sait que j'ai des besoins. Okay. J'ai besoin de temps en temps de m'isoler. Okay. Et elle m'accompagne. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah l'a béni pour ça. Amin. Et elle me dit, non, vas-y, va te faire plaisir. Et de toute façon, tu reviens dans un meilleur état. Après, quand je reviens, T'es je suis le meilleur des pères, tu vois. Inch'Allah. C'est ça. Donc, c'est dans son intérêt aussi. Tu vois. Moi, pareil, elle aussi, quand elle a des besoins et qu'elle veut partir avec ma fille à Marrakech une semaine, je lui dis, vas-y, fais-toi plaisir. Je pense que c'est le mieux, en fait. Moi, j'ai commencé aussi à mettre en place cette stratégie. Le fait que madame puisse partir avec sa sœur, elle se recharge. Bon, ma femme est un peu comme toi. Moi, je suis totalement l'inverse d'un point de vue recharge. J'ai besoin vraiment de juste une séance de sport d'1 heure, ça me suffit moi pour me recharger. Mais bon, bref, du coup, reprenons le fil. Donc, tu parlais donc de ce mood-là de Bill Gates. C'était donc en lien avec le monte-up-curl. Tu cherchais du coup à te relancer dans un projet. Et en fait, quand j'étais parti 3 semaines dans l'Atlas, je me suis arrêté à Imlil et j'ai fait le monte-up-curl tout seul. Là, tu étais tout seul. Okay. Mais c'était l'hiver, hein. Il y avait de la neige et tout, donc c'était un peu plus compliqué. C'était un autre contexte. Et je l'ai fait seul, j'ai adoré. Bon, c'était pareil du challenge. Là, c'est particulier. Hein. Tu mets des chaussures avec des crampons, tu as des bâtons. Ah oui. C'est plus dangereux. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui décèdent. Donc, c'est plus dangereux. Là, l'été, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus simple. Bon, il y a vraiment des... C'est difficile parce que quand tu montes en altitude, comme tu l'as vu, il y a de moins en moins d'oxygène. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir du cardio, du souffle. Ton corps doit se réadapter, en fait. Okay. Donc, moi, ce que j'ai voulu, je le connaissais, le monte-up-curl, je l'ai déjà fait une première fois. En fait, je voulais que mon fils, je voulais le challenger, je voulais le mettre en difficulté. Et pour moi, en fait, j'ai une notion de la difficulté comme étant une bénédiction. Tu vois, quand tu fais machallah, tu fais de la musculation, et tu sais que pour être musclé, il faut souffrir. Ouais. Si tu n'as pas cette souffrance, cet effort, et la souffrance ne veut pas dire que tu es malheureux ou que tu es en douleur. Non, oui, tu as une douleur, mais cette douleur va te permettre d'atteindre un état où ton corps va être musclé. Quand une femme accouche, c'est une douleur atroce. C'est l'une des douleurs les plus fortes que l'humain puisse supporter. Et malgré ça, elle reçoit la plus belle chose qui lui arrive dans ce monde. Elle reçoit un enfant. Et le corps, en fait, avec cette douleur, va générer ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone du plaisir. Et elle va avoir un amour inconditionnel sur cet enfant. Et bien là, c'est pareil. Il faut voir le challenge, la difficulté, la douleur comme une bénédiction. Okay. Donc, mon fils, je l'ai mis en difficile. Après, tu connaissais le monte-up-curl. C'est-à-dire, du coup, tu partais pas sur un inconnu. Il faut juste se dire que. Je connais pas trop mon fils. Je le connais. Pour les gens qui nous regardent, il faut savoir que on partait pas dans un inconnu pour toi. Oui. Moi, j'étais dans un inconnu total et je pense que ton fils aussi. Oui. Mais ok, bon, très bien. Moi, ce que j'avais peur, c'est que mon fils a un peu d'asthme. J'avais peur qu'il me fasse une crise. Ah oui, il y avait cette tu l'as vu quand il dormait, il a commencé à nous faire la chèvre. Je me suis dit, oulala. Ma femme, mon épouse m'a dit, Mohamed, t'es sûr de toi? Je la rassure, ouais, je suis sûr. Mais
Ouais, Ok. tout va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en fait, moi, ce que je cherche, c'est le mettre en difficulté, Ok, mais je suis là, je le surveille. ok. Mon but à moi, c'est de l'accompagner. Je l'ai vu, enfin, voilà, le Monde Top Scale, on l'a fait donc à 3. Bon, j'étais avec un couple, j'étais avec Mohamed et son fils. C'était plein de chamailleries. Et puis moi, j'étais à côté et je regardais, j'étais attentif. Donc tout ce que tu dis, je l'ai vu. Hein. J'ai vu que tu le faisais sortir de sa zone de confort. Et puis quand il était vraiment dans un état où il était en transe, ben là, tu lui faisais tes petits rappels, tes petits, tu lui insufflais les choses dans le mental. En fait, juste tu sais, c'est ce qu'on appelle du coaching. Ok. Maintenant, les gens disent, ouais, coaching, faut être... Non. En fait, tu sais la différence entre psychologue, psychiatre et coaching Non, niveau non, temporel. Non, le coach, je pense que il accompagne et le psychologue, il va regarder en profondeur, un truc comme ça. Alors, en fait, oui, mais en fait, le psychologue, le psychiatre, lui, il est plutôt, au niveau du temps, il va regarder le passé Ah, et le présent. Donc, Ok. il y a évidemment, il y a les traumas, il y a les expériences que tu as mal vécues, il y a peut-être des difficultés que tu as eues dans ta vie. Donc, il va essayer de t'amener à... Bon, le psychologue va essayer de t'amener à parler de ton passé. à parler de ton passé pour t'aider à t'en Ouais. sortir. Ouais. Le psychiatre, lui, va peut-être t'aider avec des médicaments, avec des psychotropes, etc. Le coach, lui, c'est pas passé et présent. Le coach, lui, c'est l'inverse. C'est C'est présent, futur. Ok. futur. Il va essayer de déterminer quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités, qu'est-ce que tu peux faire. Et il va t'accompagner pour savoir comment y arriver. Par exemple, il va Ok. te dire, toi, enfin, évidemment, il n'a pas il a pas une boule de cristal, hein, mais un père, un père, normalement, devrait avoir ce rôle. Il doit analyser son enfant, le connaître, il voit un peu ses forces, ses faiblesses, il doit accompagner son enfant pour l'emmener vers... Moi, mon père, par exemple, Allah yarhamou, quand j'avais 5 ans, il m'a dit, toi, tu seras ingénieur. Je ne savais même pas ce que c'était. Et j'étais programmé, tu vois. Donc, indirectement, il a été un coach. Bon, il a utilisé une méthode un peu particulière, c'est la méthode du bled, hein, c'était la ceinture, tu vois. Mais alhamdoulilah, ça a marché. Je ne l'applique pas, cette méthode. Moi, j'applique d'autres méthodes. Je suis plutôt dans l'écoute, dans l'accompagnement. Ah, après, le truc, c'est que c'est réel pas, on continuera du coup ce que tu dis, mais c'est vrai que cette méthode-là, pour les parents qui viennent de l'ancienne génération, souvent, c'est basé sur le fait que eux n'ont pas réussi. Enfin, pas réussi, je parle pas, je suis pas en train de les critiquer, mais c'est surtout le fait que ils ont peut-être que papa, Allah yarhamou, il voulait vraiment être ingénieur, et donc c'est pour ça que tous ces enfants, il les a poussés vraiment à faire de longues C'est ça. études et à atteindre l'ingénierie. Tout à fait. Ok. Mais malheureusement, tu sais, beaucoup de parents font ça. Par exemple, ils auraient voulu être ingénieurs ou avocats ou médecins. Et Donc, du ils vont coup, harceler leurs enfants Ouais. pour qu'ils le soient, alors que l'enfant, il n'est pas fait pour faire ça. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait ingénieur. Et à 40 ans, en fait, j'ai fait une crise. Je voulais être pâtissier. Je voulais faire un CAP de pâtisserie. Je dis Ouais. non, c'est pas ça pour moi. Ouais. Donc, finalement, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. Donc, un bilan de compétences, c'est magnifique. Hein. C'est la société qui le paye. En fait, ça te permet de voir un psychologue qui va te parler un peu de tes forces, tes faiblesses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et finalement, j'ai tourné, j'ai cherché. Et finalement, je suis revenu. Je me suis dit, bah non, il avait raison. Je suis Ouais. fait pour être ingénieur. Ok. Et Il avait vu juste du coup. il avait juste, tout à fait. Mais tu vois, c'est important que ça vienne de l'enfant. Ouais. C'est pas venu de moi. On me l'a imposé, Mm. alhamdoulilah. Mais à la Mm. fin, je me suis rendu compte que il a eu raison. Ouais, ok. Après, c'est important d'accompagner l'enfant et de s'assurer que ça vienne de lui. Ok. Bon, c'est bien de pousser vers une direction. Moi, je pars du fait qu'un enfant, quand il sait pas là tout de suite, j'ai pas mal d'enfants que je connais. Beaucoup d'enfants ont des problèmes d'orientation. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils savent pas ce qu'ils aiment. Ils savent pas. Le problème, c'est que les enfants sont tellement connectés que il y a pas de passion, il y a rien. Il est juste sur les jeux, il est sur la télé Netflix. Et c'est très difficile de savoir ce que cet enfant voudra faire plus tard. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il arrive au bac, il est perdu. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Je vais faire youtubeur. Ah youtubeur, tu vas faire quoi? Ok. Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Et moi, comment je vois les choses? Je pense que c'est aux parents, le papa et la maman, de se dire bon, tu sais pas ce que tu vas faire. Moi, je suis ton père. J'ai du flair. Donc je vais t'emmener là-dessus. Voilà, je pense coach. qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner là-dessus. Et une fois que l'enfant aura les... Par exemple, ma fille, pareil, j'ai 2 filles. Hein. J'en ai une qui est sage-femme, machallah, et puis j'en ai une autre qui est dans le marketing digital. Ah non, ouais. Là, j'ai mon 3e, pareil, il est aussi dans le marketing digital. Je les accompagne. S'ils ne savent pas, c'est moi qui prends le contrôle. Et dès que l'enfant il me dit « Non, non, papa, je sais ce que je veux faire », ok, Ça, tu lâches. tu prends les commandes, mon fils, vas-y, ou ma fille, c'est toi Ok. qui sais ce qu'il veut. Ouais, c'est vraiment l'esprit coaching. C'est vraiment, tu les accompagnes. Tu les accompagnes, tu les aides. Après, le coaching, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Tu essayes de comprendre. Et là, par exemple, quand on était au Mont Toubkal,
il y a un moment, il y avait une vidéo où je voyais mon fils par terre. Il avait lâché. Ouais. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, j'attendais ce moment. Et là, je voulais discuter Ouais, avec je lui. l'ai vu cette vidéo. Et je lui ai dit, pourquoi tu n'avances pas? Qu'est-ce que tu as? Et là, il me dit, et là, on n'est pas en mode soft, hein. Là, on rigole pas. Il y a encore, on n'a même pas fait 1 heure et il y a 8 heures de marche. Ouais. Alors, je lui fais, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne veux pas te lever? Il me dit, je suis fatigué. Je lui dis, moi aussi, je suis fatigué. Et après, je dis, mais pourquoi tu ne te lèves pas? J'ai mal aux pieds. Je dis, moi aussi, j'ai mal aux pieds. Mais vas-y, fais-toi, avance. Il me dit, non, mais j'arrive plus, j'ai plus de souffle. Je dis, moi aussi, j'ai plus de souffle. Et je lui dis, tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi? Et ben moi, j'ai les mêmes difficultés que toi. Ouais. Ben en fait, toi, tu te laisses aller avec des pensées négatives. Tu as énormément de pensées négatives, tu es envahi, c'est normal. J'ai les mêmes, mais moi, la différence, c'est que moi, je ne les laisse pas. En fait, il faut savoir que le cerveau ne peut pas avoir des pensées négatives et positives. C'est ou l'un ou l'autre. Okay. Donc, si tu te laisses faire, tu te laisses aller, que tu te laisses envahir, pensée négative, enfin, une pensée, elle va avoir un impact sur ton émotion. Ouais. Et l'émotion va avoir un impact sur tes actions. Donc, si tu laisses tes pensées négatives t'envahir, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh ben, tu vas les abandonner. Donc, je lui dis, répète-toi, je peux le faire. Je vais y arriver. J'ai pas mal. Bon, comment dire là, tu vois, c'est parce que tu faisais le Igor à la montagne. Tu criais, tu faisais l'imbécile dans les montagnes. J'ai perdu ma voix. Donc, je disais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler ses pensées positives. On est vraiment dans le mental, on est vraiment dans le dépassement de soi. Et comme je te disais tout à l'heure, le dépassement de soi, c'est surtout être capable de se parler à soi-même, de se convaincre qu'on peut le faire, malgré qu'on sait que j'ai mal, j'en peux plus. Non, laisse pas. Impose-toi des pensées positives. J'étais un petit peu dans cette phase-là, moi. Ouais. Du coup, vu que je l'ai fait avec vous, donc moi, j'étais en mode... je mets mon cerveau off. Moi, c'est brut, hein, c'est radical. Je mets mon cerveau off et j'avance. Et j'avance. Et puis à un moment donné, je regarde. C'est bon, j'ai dépassé, j'ai fait tout ça. Et puis j'entendais Naofel à côté qui disait j'ai mal, je souffre. Et moi, les petites phrases à côté peuvent rentrer à l'intérieur de mon esprit, de mon subconscient que j'avais déjà paramétré et programmé. Donc du coup, ouais, ça m'a aussi impacté un petit peu où je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais quand même le faire ? À un moment donné, j'ai douté. Bon, on était quand même haut à ce moment-là. J'ai douté et puis après, j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit non, je peux pas. En plus, mon fils m'avait dit un truc qui m'avait touché il y a quelques jours avant de le faire. Il m'avait dit quoi ? Il m'avait dit mon fils parle un petit peu anglais vu qu'ils ont fait l'école aux Émirats. Et il me disait Daddy, you are my hero. Et je me suis dit non. Je peux pas faire ça pour lui. Let's go. Et du coup, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Là, j'ai vu que tu avais une larme. Là. Ouais, j'ai été un petit peu ému. Ouais. Ah, il n'y a pas de honte de pleurer. Moi aussi, à un moment, on a pleuré. On a tous pleuré. Ah ouais. Et puis, il ne faut pas croire, pas parce que tu pleures que tu es une femme. Non, au contraire. Pleurer, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Ça permet de laisser sortir la pression. Et surtout... il faut laisser notre corps vivre et s'épanouir. Et le pleurer est une manière de ressentir une frustration, peut-être un amour. Exact. Mais là, tu me parlais de quelque chose où tu disais la petite voix. Ça me rappelle notre challenge qu'on a fait ensemble. Tu sais, le challenge du hammam. Ah, tu veux vraiment en parler? Non, tu m'as dit, j'ai entendu la petite voix de Naofel. Exactement. Et en fait, je t'ai fait le coup une fois. Je sais pas si tu te rappelles cette anecdote. Ouais, on était au Maroc. Hein. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais. On était avec nos frères, on était 6, c'est ça. J'avais dit, viens, ça vous dirait, on fait un petit challenge. En fait, le challenge, c'était, on va au hammam. Vous savez, au hammam marocain, il y a trois endroits. Il y a l'endroit très chaud, l'endroit moyennement chaud et l'endroit un peu chaud. Donc nous, on va directement dans le très chaud. Froid avec les douches, moyen et très chaud. Ouais. Donc on va dans le très chaud. Et le challenge, c'est savoir celui qui reste plus longtemps. Je vous ai dit qu'il était taré. Donc on s'est tous mis. Tout le monde était en mode, moi, t'inquiète. Il y avait les frères. Il y avait les oncles. Là, moi, je vais le faire, je vais tous vous battre. Ok. Et puis, bon, il y avait le. On était tous dans le. Ouais, on va y arriver. Je vais tous vous battre. Ok. Ouais, et après ? Après, les premiers qui sont partis, c'était les neveux. Parce qu'il y avait les neveux, on les avait amenés. Il y avait Naofel, il y avait Mohamed Adam. Ils sortaient un par un. Et puis, moi, je les regardais, je rigolais. Bon, mais bien séparés, 10 minutes. 10 minutes après, ça sortait pas. Et puis, à chaque moment, il se lève, il tourne, il souffle. Il sent qu'il est pas bien, là. Tu vois. Et à la fin, on est... toi et moi.
le plus gros taré de la Et famille. je t'ai vu, je dis, mais le mec, il a compris la technique. T'étais en zénétude. Moi, je t'ai dit, moi, je mets off et genre, je suis parti. T'es passé en mode où tu respirais tout doucement. Je dis, le Ouais. gars, il va y arriver, il va me battre. Donc, t'as fait quoi comme stratégie pour me battre? Et en fait, je te voyais, tu respirais tout doucement. T'étais en mode. Et t'as compris la technique. Il faut surtout consommer le moins possible d'oxygène. Mm. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rigoler avec ça parce que les gens vont dire, mais ils sont tarés, les mecs. Parce que tu peux partir à l'hôpital. Hein. Puis Après, à un moment, faut pas oublier que toi, tu avais aussi un background où tu étais vraiment bien entraîné. Tu as fait beaucoup de plongées sous-marines. Hein. Ouais, je fais de la chasse sous-marine en Ok. apnée. Donc Évidemment, déjà, t'étais déjà entraîné. Face à moi, par exemple. Oui. Mais là, je commençais à me dire, le mec, là, c'est pas un rigolo, celui-là. Et puis, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, on va sortir à quatre pattes. Il y en a un qui va partir en syncope parce qu'en fait, tu n'as plus d'oxygène dans le cerveau. Hein. Ça peut être grave. Hein. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je le laisse comme ça. Il faut que je le. Bon, je le t'as lu quel livre pour me battre? Dis-moi. Allez, c'était quoi ta J'ai stratégie? lu un bouquin qui s'appelle Sun Tzu. L'art de la guerre. L'art de la guerre. Ouais. Je me suis rapproché de toi. Je me suis rapproché de ton oreille. Et t'as fait cette stratégie. Bon, pour savoir, pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'art de la guerre, c'est des stratégies de. Tu me dis si je me trompe, hein, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas entièrement fini. C'est des stratégies de guerre Samouraï japonais. que le chef de guerre Tonzu faisait. Et Tonzu, c'était un samouraï c'était japonais. un samouraï, ouais. Ouais. Une des principales stratégies qu'il utilisait, c'était lorsqu'il attaquait un village, il faisait en sorte de laisser une petite faille, un plan B pour que les comment on appelle ça, les paysans, c'est ça, puissent avoir un plan B et fuir. Ouais. Parce qu'il s'est dit que lorsque on entoure un village et qu'on laisse aucune solution, le paysan peut vraiment devenir très Bah, il est en mode, il est en mode où je combats, où je meurs. Voilà. Donc évidemment, il il va va se devenir un grand battre jusqu'à adversaire la, devant toi. Ouais, il ouais. va se battre jusqu'à la mort. Ouais. Et là, quelqu'un qui se bat jusqu'à la mort, tu peux pas le battre. Non, je peux pas le battre. Il est pas humain. Ouais. Il a une puissance que tu pourras pas combattre. Et donc là, pour revenir sur cette stratégie, tu m'as insufflé, tu m'as dit, alors, je m'en souviens, hein, cette phrase-là, elle est toujours dans ma tête. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, lorsque je vais m'évanouir, demande à Anas. Quand tu vas t'évanouir, ouais. Non, toi, tu étais venu, tu m'as Ouais. dit, je vais bientôt m'évanouir, demande à Anas de venir me récupérer. Et là, cette Non, phrase-là. c'était l'inverse. Je dis, quand tu vas. Non, ah, Non, ok. non, c'était ça la stratégie. C'était, moi, j'étais en mode on fire, tu pouvais pas me battre. J'étais en mode, ça y est, je vais le dégommer, le gars. Et tu viens, tu me fais, je me sens pas bien là, quand je vais commencer à affaiblir. Attends, non, c'était peut-être l'inverse du coup. Non, je t'ai rentré un doute sur toi-même. Je t'ai dit, quand tu vas te lever, Ah, c'était ça, c'était tourné tu comme pourras ça. dire ouais. à Anas Ah qui vient ouais, me chercher. ouais, ouais. Et donc là, du coup, je me suis Et là, dit tu te dis, mais il dit quoi? Il est en train de dire que je vais abandonner. Ouais. Mais j'ai pas que le envie mec, d'abandonner. il Je t'ai fait rentrer le doute dans est toi-même. suffisamment, tu vois. Il était Et une suffisamment petite phrase tout place. doucement dans Ouais. l'oreille. Je t'ai dit, écoute, Bilal, quand tu vas te lever, tu vas te lever bientôt, là, là, t'es pas bien. Un truc comme ça, je t'avais Ouais, dit. ouais, Et en fait, j'ai vu que dans ton regard, qu'est-ce qu'il raconte lui? ouais, ça m'a déstabilisé. Et là, je t'ai déstabilisé. Ouais. Là, t'as cassé tout le subconscient que j'avais programmé. Je me suis dit, C'est ça. Je t'ai cassé Waouh. la programmation. et je me suis dit, bah en fait, il a raison. je vais bientôt arrêter. Et je le voyais en fait, il était plus à l'aise que moi. Et je me suis dit, bon. Et là, je crois que au final, c'est moi qui ai lâché. Mais ça s'est joué à quelques secondes. Mais t'as quelques vu, quand minutes. on est resté, je sais plus combien de temps on était resté. On était resté assez longtemps. Assez longtemps, On était ouais. proche de l'heure, un peu plus. Ouais. Quand tu te lèves, Ouais, t'es pas bien. tu pars à Ouais. droite à gauche. Il faut que quelqu'un t'aide à te lever, hein, parce que tu es à la limite. Ouais. Un petit disclaimer, il faut pas le faire. Hein. Non, non, non. Il y a que les gens comme nous, un peu bizarres, Ouais, qui font des ouais. trucs comme ça. Hein. Non, non, et puis surtout qu'on était accompagnés de la famille. Donc même si au final, vraiment, on tombait dans les vapes, il y avait nos frères pour nous C'est récupérer. Mon épouse, elle est infirmière, elle m'a dit, mais vous êtes tarés? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ouais. Il y a quelqu'un qui aurait peut-être pu évanouir. Tu peux te faire quelque chose dans le cerveau. Mm. Je lui Mais dis, ouais. c'est du carrelage. Hein. Si tu tombes, Ah, tu ouais. tombes. Hein. Donc ne pas le faire. Non, non. C'est juste qu'on aime bien les trucs un peu bizarres, Voilà. les trucs un peu. Un truc un peu taré comme, C'est ça. comme le lait jeté. C'était pas mal. Là, donc, on a. Bon, l'ascension du Mont Toubkal, du coup, on n'a pas conclu, mais c'était principalement, du coup, un grand dépassement pour ton fils. En fait, pour moi, c'était du coaching. Hein. Et comme je le dis, pour moi, tout parent est coach. Et le coach, en fait, là où on peut vraiment travailler, c'est lorsqu'on fait sortir l'enfant de sa zone Ouais, de confort. ok. Lorsque l'enfant il est vraiment dans sa zone, on ne peut pas vraiment lui apprendre des choses. Ok. Moi, je vois des gens, par exemple, qui font du coaching à distance. Non, je pense que le coaching, le meilleur endroit, le meilleur moment pour faire du C'est coaching, le présentiel. c'est dans la difficulté. C'est lorsque l'enfant il est en dehors de sa zone de Ouais. confort. Ouais. Et là, tu l'accompagnes. Tu lui poses des bonnes questions.
Et ce qui est important aussi, c'est de l'amener à comprendre les émotions. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un dessin animé qui est sorti, le numéro 2. Là. Vice-versa. Vice-versa. Ça, il faut vraiment emmener vos enfants pour qu'ils comprennent ce qui se passe à l'intérieur. En fait, on a des émotions, on a des croyances. Et en fait, c'est bien fait. C'est un peu décrit en mode dessin animé. Même moi, j'ai vu le numéro 2. Là, ça explique un peu comment les adolescents fonctionnent. Et c'est important de comprendre, nous, parents, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Et comme ça, on peut l'aider et l'accompagner à aller... parce que là, tout de suite, la vie est faite de difficultés. L'école est difficile, la vie est difficile. Et quand tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu auras plus de facilité ensuite à... Parce que la vie est faite de challenges, elle est faite de difficultés. Allah l'a faite ainsi. Et quand tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu auras plus de facilité. Ouais, exactement. Mais vice-versa, j'avais vu le premier. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu... lorsque, par exemple, on a des sessions avec les psychologues, c'est un petit peu leur façon de nous expliquer les choses. Lorsqu'on a une émotion qui arrive, notamment la colère, c'est bien de la visualiser et de l'identifier. En disant, il y a le coléreux qui arrive. Il y a la tristesse qui est là. Et vice-versa, je pense aussi ça a été peut-être aussi fait par des psychologues. Je pense que ça quand même, c'est pas... Tu vois, ça a quand même été... Et pour revenir au Toupkel, par exemple, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon fils lorsqu'il n'en pouvait plus. Ouais, j'ai vu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi l'émotion que tu as? Puis à un moment, il m'a sorti des émotions. Ouais, j'ai le dégoût, j'ai la peur. La fatigue, c'est pas une émotion. Et en fait, l'idée, c'est de le sortir. Le process se fait en 4 étapes. La première, c'est de sortir de la zone de confort. Ensuite, lui faire prendre conscience, qu'il réalise qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, quelles sont les pensées, quelles sont les émotions. Okay. Donc, en l'accompagnant, en lui posant les bonnes questions. Et ensuite, tu vas l'aider à l'accompagner, lui dire, écoute, laisse pas la pensée, parce que la pensée, c'est pas toi. L'émotion, c'est pas toi. Il y a une émotion négative, il y a une peur, il y a une angoisse. Eh ben, essaye de te forcer à voir quelque chose de positif. Essaye de t'imaginer que tu vas réussir. Essaye de t'imaginer, imagine-toi que ta maman, elle te fait un câlin, qu'elle est fière de toi. D'un coup, je transforme. Elle est là, la transformation. Je l'amène à se transformer et à transformer ses idées, ses pensées négatives à quelque chose de positif. Et là, c'est la magie qui s'opère, tu te transformes. Et l'enfant, tu vas l'aider. Et en faisant ce genre de process, ce qui va se passer, c'est que dans sa vie, lorsqu'il sera à l'école et qu'il va se retrouver dans les mêmes conditions, qu'il va être en difficulté, qu'il va avoir une peur ou qu'il va avoir une angoisse, d'un coup, il va se dire « Ah, j'ai une angoisse. Ah, j'ai une peur. » Ouais, il va savoir que ça arrive, en fait. Voilà, il va l'identifier. Ah, il y a monsieur le colérique. Ah, il y a madame la peur. Et donc, il va se dire « Ah, c'est en moi. Il ne faut pas que je la laisse. Et il faut que je reprenne le contrôle de moi. » Donc, il va faire ce travail de pouvoir les arrêter. En fait, tu ne peux pas les arrêter. Ce que tu peux faire, c'est... laisser passer. Laisser passer, mais en même moment, tu vas te forcer à aller dans la positivité, aller dans une croyance qui est différente. Et ça, tu vois, c'est un travail. Maintenant, quand l'enfant reste à la maison, il est sur Netflix, sur les écrans, en fait, tu ne permets pas à l'enfant de grandir, tu ne permets pas à l'enfant de se transformer. Et comme je disais tout à l'heure, ce travail, il est très important, surtout lorsque l'enfant il est jeune. Lorsqu'il est ado, lorsqu'il est jeune adulte. Lorsqu'il sera adulte, ça va être compliqué. Imagine ta fille, elle a 30 ans, elle vient te voir, papa, j'ai ce problème, ou ton fils, j'ai ce problème. C'est pas l'âge, c'est vraiment quand il est petit. Et que là, après, un point très important, c'est un point important au niveau de l'éducation. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il y a trois étapes dans l'éducation. De 0 à 5-6, on va jouer avec eux. Ensuite, de 5-6 à 11, vers l'adolescence, on est là pour leur expliquer le bien et le mal, le halal du haram, etc. Donc là, on peut les éduquer. Mais ensuite, quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, 12 plus, on ne peut que les accompagner. Là, on est plutôt dans une relation adulte-adulte. On doit devenir copain avec eux. Le problème, c'est que beaucoup de parents ne passent pas de temps avec leurs enfants quand ils sont jeunes. Ils se disent non, c'est la maman qui s'en occupe. Et puis lorsque l'enfant devient adolescent et qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'il fait une crise, le parent, il arrive. Oui, mais c'est trop tard. Tu n'as pas créé de lien. C'est important de créer des liens émotionnels. Lorsque l'enfant il est jeune, que tu joues avec lui, que tu sois présent avec lui, quand il sera ado, parce que tu as eu ce lien avec lui, il va te faire confiance, il va se confier à toi et il va t'écouter. Mais ce que tu me disais aussi la dernière fois, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu me disais, durant l'âge, avant ses 10 ans, tu es un modèle pour ton fils. Oui. Ton fils te voit comme un héros, comme il me l'a dit. Il te voit comme un exemple qui suit. Et puis arrivé à l'âge d'adolescence, la plupart du temps, ce que tu me disais, hein, tu me dis si je me trompe, mais la plupart du temps, tu n'es plus son modèle. Il va chercher un autre modèle quelque part d'autre. Et en général, c'est les pères. P-A-I-R.
Ok. Ça peut être à l'école, ça peut être les fréquentations, ça peut être n'importe qui. Hein. Un ami, une célébrité c'est ça, qui voit sur... tout à fait. ok. Le problème, c'est qu'ensuite, le père ou la mère, en général, c'est le père pour le garçon, ou ça peut même être la mère. Hein. Ouais. Donc le problème, c'est que tout de suite, il faut vraiment profiter de cette phase de 0 jusqu'à 10 pour être présent, pour que tu sois son modèle. Parce que quand il sera ado, tu n'as plus ta place. Par contre, si tu as construit un lien émotionnel avec ton enfant, tout de suite, dès qu'il n'est pas bien, il sait qu'il te connaît. Il reviendra vers toi. Ouais. Et c'est important de le rappeler. Les parents, négligez pas cette phase de la jeunesse où l'enfant est très jeune. Il faut jouer avec eux, il faut aller au foot avec eux, il faut les accompagner dans ce qu'ils font, il faut aller dans les matchs de foot, il faut être présent avec eux et ne pas négliger et pas se dire ouais, il comprend rien, il est petit. Non, c'est l'âge primordial où tu vas créer un lien. Et ce lien, lorsqu'il est construit, moi souvent j'ai des parents qui me disent ouais, j'ai mon fils qui fait une crise d'adolescence. Moi c'est ma théorie, peut-être que je me trompe, mais pour moi une crise d'adolescence, c'est un enfant en fait qui a eu une enfance difficile. Puis il fait une crise. Et puis là, il se venge. Si l'enfant a une stabilité... C'est un peu comme la crise de la quarantaine, au final. Mais oui, tout à fait. Crise de la quarantaine, comme tu disais, tu vois, en fait, on m'a forcé à faire un truc qui n'était pas moi. Et à 40 ans, je me suis dit, non, je veux faire ce que moi, je décide de faire. Je veux faire ma vie. Et pour moi, l'adolescence, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je le vois. J'ai 3 enfants, tous les 3 ont passé l'adolescence. Et je le vois qu'en fait, lorsqu'ils ont eu une stabilité dans l'enfance, qu'ils ont eu un équilibre, qu'il y a eu de l'amour... C'est important, l'amour est important. Et il faut donner de l'amour. Il ne faut pas avoir peur de prendre son fils, lui donner des câlins et lui dire « je t'aime mon fils ou « je t'aime ma fille ». Et bien lorsque l'enfant sera adolescent, la crise, je pense qu'il y en aura très peu. Il n'y aura pas de crise. Mais tu vois, ce que tu disais, c'est important parce que tu disais il ne faut pas avoir peur de donner de l'amour. Et c'est vrai que nous, on a souvent tendance à reproduire ce que nous, on a vécu. C'est-à-dire que les parents qui viennent un petit peu de l'immigration, un petit peu comme nous, et notre père, il nous a jamais dit viens mon fils, viens me faire un câlin, viens me faire un bisou. Il nous a jamais vraiment montré son amour. Et puis notre mère, elle nous nourrissait en nous donnant de l'amour. Ah si, elle te donnait l'amour. Elle dit viens ici, prends le chewing-gum. Mange. Et en fait, j'ai interprété que ce chewing-gum, c'était sa manière de dire qu'elle nous aimait. Dédicace à ta maman. Voilà, c'est ça. Donc oui, après tu vois, il est là le problème. Nous, on a eu une éducation, un amour un peu particulier. Et en fait, il ne faut pas qu'on le reproduise. Il faut qu'on crée notre amour propre à nos enfants et que ce ne soit pas celui qu'on a reçu de nos parents. Parce qu'en fait, ce n'est pas adapté à cette jeunesse-là qui arrive. Ouais, en effet. Là, la jeunesse qui est en train d'arriver, enfin, moi, j'ai eu pas mal de... Je travaille beaucoup avec les jeunes quand je fais mes colonies de vacances, quand je fais mes camps scoutisme. Et tu les mets souvent aussi sur tes réseaux sociaux. N'hésitez pas à le suivre. J'en profite pour faire un petit placement de pub. Motivation. Non, Mohamed Motivation Coach. Non, Mohamed Coach Ado. Okay. On mettra les liens en description. Oui, en fait, je fais une page où j'essaye de partager un peu mon expérience. Je lis beaucoup de bouquins sur l'adolescence, sur la psychologie de l'adolescent. Et en fait, moi-même, le souci, c'est que moi, je cherchais ce genre de contenu, je ne trouvais pas. Bien sûr. Chaque enfant est unique. Il n'y a pas un enfant qui ressemble à un autre. Tu ne peux pas dire « Ah oui, Ahmed, son enfant, il l'a fait comme ça, je vais faire comme lui. » Ah non, l'enfant est unique, et tu es unique. Donc, tu dois t'adapter. Tu dois essayer de comprendre les besoins de ton enfant, ses forces, ses faiblesses. Toi, tes forces et tes faiblesses, parce qu'on est tous uniques aussi, et s'adapter. Quand tu m'as dit un truc tout à l'heure qui m'a touché, tu m'as dit « Ouais, Mohamed, toi et ton fils, vous étiez comme un couple. » Ouais. Parce que moi, souvent, je remarque que mon épouse, par exemple, quand elle me voit, moi et mon fils, on se prend un peu la tête. Elle me dit non, elle va dans ta chambre, papa. Non, il faut le laisser. Il faut qu'il apprenne à me connaître. Bon, j'ai des faiblesses, j'ai des forces. Et ben, il va apprendre à me connaître. Il va apprendre à s'adapter à moi. Exact. Moi, je vais apprendre à le connaître. Et à s'adapter à lui. Je vais m'adapter à lui. Et puis, on va vivre ensemble. Il faut qu'il m'accepte comme je suis, que moi, je l'accepte comme il est. Quand on se marie, au début, c'est l'amour. Ça dure 3 mois, 6 mois. Après, il faut qu'on apprenne à se respecter, qu'on apprenne à se connaître. Et c'est comme ça pour un enfant. Donc, il faut être dans le respect. Il ne faut pas dans le rabaissement. Certaines personnes peuvent avoir tendance à frapper, à rabaisser. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non, vraiment avoir une relation où on peut ne pas être d'accord. Donc, on va avoir des conflits. On va peut-être être en désaccord, mais c'est normal. Mais après, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais te respecter et t'aimer aussi. On peut aimer quelqu'un et ne pas être d'accord avec cette personne. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et puis du coup, comme tu dis, ton fils ne peut être totalement ton opposé.
C'est-à-dire que du coup, en face de toi, quand je dis couple, hein, c'est parce que il a ses intérêts, il a ses sentiments, ses émotions. Toi, tu es totalement différent. Toi, tu es Mohamed. Lui, c'est Naoufel. Et vous, comme tu dis, tu cohabites avec lui. Donc c'est pour ça que tu le respectes et il te respecte. Après, le souci, c'est qu'on a tendance à se dire, je suis comme ça, mon fils va être comme moi. Ouais. C'est pas vrai. C'est la mauvaise mentalité. Moi, j'ai un fils un peu rebelle. Mm. Des fois, il me dit, papa, je suis pas comme toi. Je dis, ouais, non, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, moi, je suis pas un ingénieur, moi, je bricole pas. Moi, alors, je dis, t'es quoi, toi? Je suis pas comme toi. Ok, pas de problème. Ouais. Okay. Bon, ça m'a touché parce que je voulais que mon fils aussi suive la même vocation que moi. Non, il n'est pas du tout intéressé. Il est sur autre chose. Alhamdoulilah, je suis là, je l'accompagne. Et je suis là pour essayer de l'aider à découvrir c'est quoi ta vocation. Non, Moi, je suis convaincu d'une chose. Tu sais, Dieu nous a créés dans ce monde et on a tous une mission. C'est hyper important de le comprendre. Mission de vie. Tu vois, les abeilles, il y a une reine. Il y en a qui vont chercher du pollen, il y en a qui vont défendre la reine, il y en a qui vont nourrir la reine, il y en a qui vont protéger les bébés de la reine. Dans ce monde, on a tous un rôle. Et il faut le trouver. Ça met un peu de temps. Et on va le trouver en essayant de tâtonner à droite à gauche. En faisant des bilans de compétences, par exemple. Bilan de compétences. Mais quand tu es jeune et que tu as un enfant, ouais. C'est difficile de l'aider. Donc il faut être patient. Il faut chercher ce qu'on trouve. Et puis avoir confiance. Allah nous a donné un talent. Il nous a donné un don, D-O-N. Il faut juste être patient et le chercher. Il y a des techniques, hein. Je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais c'est important que l'enfant, on doit être convaincu que l'enfant, il a quelque chose, il faut l'accompagner. Tu sais, par exemple, tu mets Ronaldo qui joue au foot, tu le mets à l'école, j'en suis sûr qu'il devait être nul à l'école. Mais il était doué dans ses jambes, dans le foot. Tu mets une star de la musique, pareil, à l'école, il devait être nul. Mais bon, il est arrivé. Et il a découvert qu'il avait un talent que savoir. De toute façon, tu le vois même avec tes enfants. Toi, dans tu en as 3. Tu as pu voir que dans les 3, il y en a un qui est beaucoup plus doué à l'école que l'autre. Tout à fait. Et tu en as d'autres qui sont beaucoup plus... doués sur autre chose. Maintenant, il faut juste l'aider, l'accompagner, puis trouver... encore une fois, c'est le rôle du parent. C'est lui qui a cette capacité, en tout cas, à cette période-là de sa vie, du coach, exactement. Ouais. C'est identifier quelles sont ses compétences, et l'aider et l'accompagner comment arriver à atteindre ses objectifs, sa vision, sa mission, sa vocation. Super, magnifique. Et franchement, il n'y a pas mieux. On a bien terminé cette partie-là. Il nous reste un petit peu de temps. Je pense que tout à l'heure, je t'ai coupé. Je me suis permis de te couper parce que j'avais vu que tu avais vécu à l'étranger. Tu as eu de longues expériences. Donc, on va parler un peu d'expatriation. Je pense que ça aussi, ça peut intéresser les gens. Donc, tu as vécu 10 ans en Angleterre, 1 an en Malaisie, 1 an au Maroc. Qu'est-ce que tu en as tiré exactement de cette expatriation? Je sais que beaucoup de personnes, aujourd'hui en tout cas, avec les difficultés qu'on peut rencontrer un petit peu en France, veulent partir, mais ils ne savent pas exactement ce qu'est l'expatriation. Certains utilisent le mot « hijra » à tort et à travers. Aujourd'hui, ce mot-là est utilisé pour n'importe quoi. Mais on va rester un petit peu sur l'expatriation. Qu'est-ce que l'expatriation? Et puis surtout, qu'est-ce que tu en as tiré de ton aventure? Alors, il y a un proverbe qui dit beaucoup de gens pensent que la pelouse elle est plus verte ailleurs. Ouais, l'herbe est plus verte. Un truc comme ça. Mais où que tu ailles, il y aura toujours des positifs et négatifs. Ouais. Que tu ailles en Angleterre, que tu ailles en Malaisie, il n'y a pas de paradis. Exact. Le paradis, Inch'Allah, c'est lorsqu'on partira. Donc, en fait, tu dois déterminer, en fait, c'est tout simple, hein, quand tu veux partir faire de l'expatriation, tu dois déterminer qu'est-ce qui est important pour toi. Tu dois te donner des critères. Toi et ta famille. Toi et ta femme, si tes enfants... C'est important quand les enfants sont grands, il faut les impliquer dans ce genre de décisions. C'est ce qui est le plus difficile. Voilà. Du coup, moi aussi, j'ai des aventures d'expatriation, mais moi, on m'a souvent dit que quand tu as des ados, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des enfants en bas âge. Donc, tu dois identifier des critères qui sont importants pour toi. Tu peux pas dire, ouais, j'y vais parce que ici, j'aime pas trop l'ambiance, j'aime pas la politique, je me sens pas à l'aise, on m'interdit le hijab. Non, c'est quoi qui est important pour toi? Parce que souvent, les gens partent, ils disent, ouais, on n'a pas de liberté religieuse, alors je me casse. Okay. Et puis, tu te retrouves dans un autre pays, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de qualité de vie, c'est horrible. Finalement, tu as tout chamboulé et tu n'es pas bien. Surtout que les gens aujourd'hui, j'ai l'impression, lorsque je discute avec des personnes, que ce soit des frères ou des sœurs, ils sont tous en mode, nous, on veut partir. Mais c'est quoi ton projet? C'est quoi ta subsistance? Oui, mais tawakkul, Allah nous donnera du risque. Non, fais les causes. Pars avec un projet qui est stable. Et puis, par la suite, tu pourras vivre ton expatriation. Parce que tu as certaines personnes qui vraiment partent en mode... moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu sais, quand on est parti en Malaisie, je reviens en Angleterre, mais quand on est parti en Malaisie, à Kuala Lumpur, c'est un pays... On y a été 4 fois en vacances. On est tombé amoureux de ce pays. On est parti l'année dernière aussi. On adore ce pays. Et on a été un peu ce que tu dis. On s'est dit, ouais, on s'en fout. J'ai postulé à droite, à gauche. J'arrivais pas. Je suis allé en mode freestyle.
Je n'avais pas de boulot, j'avais rien du tout, je trouverais sur place. Vous aviez un matelas financier, un petit truc. On avait une enveloppe et avec ça, on a vécu pendant un an. Okay. Bon, ça part vite. Hein. Le problème, c'est quand tu es en Malaisie, tu as un visa de touriste. Donc tous les 3 mois, tu sors. Donc tous les 3 mois, on allait en Indonésie, on en a à Brunei, on allait en Thaïlande. Bon, super, machallah. Mais tous les 3 mois, il faut sortir. Donc c'est un coût financier pour sortir, surtout quand on était 3 enfants, on était 5. Et tu as de la pression parce qu'au bout d'un certain temps, ton enveloppe, elle diminue. Quoi. Ouais. Et finalement, on a fait marche arrière parce que tant que tu n'as pas un emploi stable avec une entrée d'argent ou un business, tu ne peux pas rester. Donc finalement, la Malaisie, on a fait une erreur, on y est parti un peu. Après, on a énormément appris, alhamdoulilah. En fait, dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Tout est fait pour apprendre. On est parti, on a appris, on est revenu. Chaque expérience te permet de grandir. Toute expérience te permet de grandir. L'Angleterre, par contre, quand on y a été, j'avais postulé dans une boîte, j'ai été accepté, et puis les Anglais, machallah, ils sont extraordinaires, ils sont polis, ils ont cette manière de te faire sentir que tu es bienvenu. Et puis on adore ça, nous, tu vois. Et puis le management anglais, il n'y a pas mieux que ça, quoi. Et donc, en fait, quand on a été en Angleterre, j'étais pour 2 raisons. Le premier, c'était la liberté religieuse. Ma femme porte le voile, mes filles portent le voile. Et vous étiez aussi, excuse-moi de te couper, vous étiez aussi précurseur. C'est-à-dire que du coup, vous êtes quand même parti il y a longtemps. La France aujourd'hui n'est pas la France de l'époque n'était pas la France d'aujourd'hui. Oui. Donc, comme je l'ai dit, vous étiez vraiment précurseur par rapport à ça. Vous sentiez déjà qu'il y avait certaines difficultés en France au niveau carrière. C'était il y a 25 ans qu'on est parti. Il y a 20 ans. 20 ans qu'on est parti. 20 ans, 22 ans qu'on est parti en Angleterre, alhamdoulilah. Okay. Puis mes filles ont grandi là-bas. Hein. Ma deuxième est née en Angleterre. Ma première, elle avait 1 an. Donc je suis parti avec des enfants très petits. Ma fille, elle avait 1 an et ma deuxième, elle est née là-bas. Et on a adoré l'Angleterre. C'est un pays magnifique. Donc on y a été pour 2 raisons. La liberté religieuse. Ma femme, elle pouvait porter le voile. Elle a même fait son diplôme d'infirmière en Angleterre. Et ce qui m'a touché, c'est que tu sais, normalement, dans les hôpitaux, les blouses, elles allaient jusqu'à là. Ma femme, elle lui a dit, mais moi, c'est pas halal. Et ils lui ont fait une blouse à elle, avec des manches jusqu'au bout. Sur mesure, pas de problème. Tant que tu es bien, tant que tu fais un bon boulot, it's OK. En France, jamais de la vie, on te le fera. Et puis pareil, tu veux mettre ta barbe, tu veux prier. Même moi, je me rappelle, un manager me disait, tu veux prier quelque part, tu sais que tu es musulman, tu veux un endroit. Je l'ai regardé, j'y croyais pas. T'es sûr que tu peux me donner un endroit? Non, ça m'a vraiment touché. L'Angleterre, vraiment, il y a une liberté, c'est extraordinaire. Malheureusement, je te dis les 2 raisons pour lesquelles j'ai été. Liberté religieuse. Et deuxièmement, en France, il y a quand même un plafond de verre. Je ne m'appelle pas François ou Jacques, je m'appelle Mohamed. Je mets bien le tu vois. Et moi, pareil, j'avais des ambitions. Le métier d'ingénieur, c'était bien. J'étais 5 ans que j'étais développeur informatique. Je voulais être manager. Puis bon, j'ai eu du mal. Bon, peut-être que j'ai pas eu les opportunités, puis j'arrivais pas. Je suis parti en Angleterre. Au bout de quelques années, j'avais le rôle de chef de projet. Ouais, tu as senti une facilité. Il n'y avait pas de problème. Tant que tu es capable, tant que tu es ambitieux, tant que tu es motivé. En fait, vraiment, l'Angleterre se base, par rapport à la France, sur ce que tu es capable de faire. Tout à fait. Et rien d'autre. Moi, j'étais en Angleterre. Il y avait une collègue qui était elle aussi manager. Il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, elle était secrétaire. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'est même pas ingénieure. En France, non, il faut que tu aies le diplôme, il faut que tu aies le bac+5, il faut que tu aies le... En fait, il faut du papier en France pour réussir. En Angleterre, non, montre-moi de quoi tu es capable. Fais tes preuves et on te donne le rôle. Okay. Donc, j'ai très vite évolué en Angleterre, alhamdoulilah. Et puis quand je suis revenu, évidemment, j'ai gardé... Voilà, par rapport à ton retour, je sais que vous avez eu du mal à revenir. Alors, ça a été dur. Je sais que ma belle-sœur, elle voulait rester en Angleterre. En fait, moi, j'ai un peu forcé ma femme à aller en Angleterre, parce qu'elle voulait rester près de sa mère. Et je l'ai un peu forcé. Donc, ça n'a pas été bien. Pendant les 3 premiers mois, elle n'était pas bien, parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Ma femme ne parlait pas un mot en anglais. Vous êtes vraiment sorti de vos zones de confort. C'était en arabe, on dit les Aizona, tu vois. Un jour, je me rappelle, elle m'appelle, j'étais au travail, elle dit « Ouais, Mohamed, je dis quoi j'étais au travail. Il y a un policier devant la maison. Et elle ne parlait pas, elle ne disait rien. Elle ne pouvait même pas acheter la baguette. Et subhanallah, elle s'est très vite adaptée. Elle a pris des cours de langue, etc. Et elle parle mieux que moi, pour te dire. Et puis, elle a même passé son diplôme d'infirmière en Angleterre. Et donc, en fait, pourquoi on est revenu? Les gens me disent, mais pourquoi tu n'es pas resté? Je suis revenu pour 2 choses. La première, c'est le climat. Le climat en Angleterre est très dur. Il pleut régulièrement, il fait gris toute l'année. Et tu as vu ma peau, je suis un peu bronzé. J'ai besoin de soleil. J'ai besoin.
Le deuxième raison pour laquelle je suis revenu, c'était parce que mon père, notre père, il était mourant et je voulais être proche de lui. Donc je voulais être à proximité de mon père et de ma mère. Et c'est pour ça que je suis redescendu. Ouais. Donc je sais qu'à un moment, on voulait même faire la nationalité anglaise. Hein. On voulait vraiment, il fallait passer un test. Bon, on n'avait pas de souci avec ça, mais voilà pourquoi on est redescendu. Bon, après là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des manques, mais bon, en France, il y a des avantages. Hein, faut pas croire. La France, c'est un pays magnifique. Hein. Il y a des choses que tu n'as pas en Angleterre. En Angleterre, à un moment, je me rappelle, j'avais perdu mon poste. T'as pas de chômage, t'as pas d'aide, rien du tout. Sécurité sociale, y a rien c'est très très faible. Dès que tu perds ton boulot, tout de suite faut retrouver parce que après c'est plus flexible. Tu retrouves très facilement, tu perds plus facilement. Il n'y a pas beaucoup d'aide. J'aime bien ce système. Hein. C'est le système anglo-saxon. Il y a aussi ça aux États-Unis. Mais bon, comme je te dis, c'est un peu plus hard, je crois. Un peu plus hard, tout à fait. Mais bon, il y a des avantages, des inconvénients comme partout. Hein. Ouais. La France, il ne faut pas cracher dessus. Hein. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime l'Angleterre, mais j'aime aussi l'Angleterre. J'aime aussi l'Angleterre. Juste une anecdote. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que ça t'apportait d'aller à l'étranger ? Ben moi, ça m'a permis de connaître mon identité, savoir qui j'étais. Et je vais te raconter une histoire. Moi, je suis un verre de thé à la menthe. Ah oui, cette fameuse histoire. Et en fait, un verre de thé à la menthe... Toi, t'es un Etei, toi. T'es un Briti Etei, t'as vu ? Briti Etei, exactement. Et en fait, c'est un Etei marocain. Okay. Tu sais, le Etei marocain, à l'intérieur, il y a du thé. Il y a du nana. Il y a du nana. Il y a de l'eau. Il y a du sucre. Et il y a du sucre. Ouais. Il y en a 4, tu vois. Et en fait, tout est dilué. Je ne peux pas te retirer la menthe, je ne peux pas te retirer... Et ben moi, je suis musulman, je suis français, je suis marocain et je suis anglais. Quand tu vis 10 ans dans un pays, tu as aussi cette culture anglo-saxonne. J'ai une manière de penser qui est anglo-saxonne. Et tu ne peux pas me retirer le marocain, me retirer le musulman, me retirer le français. Je suis tous les 4. Et quand c'est dilué, tu ne vas pas m'obliger à m'intégrer et à me retirer quelque chose qui est mon identité. Et donc, je suis un verre de thé à la menthe. Ouais. Et tu m'acceptes comme je suis. Je suis également un verre de thé. Si tu m'acceptes comme je suis, alhamdoulilah, tu m'acceptes pas comme je suis, je me casse. Ouais. Et tu vois, je paye tellement d'impôts. Si on m'accepte pas comme je suis, j'irai les payer ailleurs. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai pas de souci à aller m'expatrier dans votre pays. C'était un peu la raison pour laquelle j'ai quitté aussi la France il y a 2 ans et demi. C'était principalement ça. Me dire qu'on paye autant d'impôts et on n'est pas, on va dire, respecté dans qui on est. Comme tu as dit, tu as ta religion, tu es musulman, tu gênes personne. Bien évidemment, tu acceptes aussi, tu t'adaptes, c'est-à-dire tu respectes les religions des autres, tu respectes qui sont les autres aussi autour de toi. Et à partir de là, tu me respectes et je te respecte. Je te respecte et tu me respectes plutôt. Donc, ok, pour l'expatriation, l'Angleterre, la Malaisie et le Maroc, j'ai vu que c'était des courtes expériences. Donc la Malaisie, tu me disais, tu n'avais pas réussi à t'imposer, tu as eu des problèmes. Je crois que, pour la petite anecdote, tu es revenu en France et tu as eu ton visa accepté. Oui, quand j'étais en Angleterre, on a postulé à... Non, en Malaisie. En Malaisie. J'ai postulé à ce qu'on appelle Malaysia Second Home. Donc ça, c'est un visa de 10 ans. 10 ans. Ok. Et on est resté 1 an, et on l'attendait, on ne l'a pas eu. Okay. Finalement, on s'est dit, attends, il y a la rentrée scolaire. Ouais. L'enveloppe, il n'y en a plus. Ouais. Allez, on retourne en France. Donc on a pris une décision, on est revenu. Et puis juste quand on est revenu en France, tu vois, il faut continuer, il faut persévérer. Ouais. J'ai abandonné, j'ai pas persévéré. Et puis là, on reçoit l'accord. On avait notre visa de 10 ans. Et puis moi, ça m'a tellement pris la tête, j'ai dit non, j'en veux plus. Ouais. Bon, j'ai fait une erreur. Je regrette. Là, j'ai eu du mal, j'aurais dû accepter. Ouais, parce que 10 ans, c'est aux Émirats, on appelle ça le Golden Visa. Ouais. Mais ouais, 10 ans, c'est magnifique. Et du coup, le Maroc a été après la Malaisie. Ouais. Okay. Et pareil, Mohamedia, c'était à côté de Casa. On s'est installé à Mohamedia, mais là, c'était un peu plus compliqué parce que je travaillais en France. Je faisais aller-retour. Toutes les 2-3 semaines, je revenais en France, au Maroc. Ça faisait difficile, ça. Ça faisait difficile, ouais. J'ai essayé plusieurs modèles hybrides. Donc, je me suis dit, j'installe mes enfants, ma femme au Maroc. Et puis, moi, je fais des allers-retours. Le problème, c'est que ça a été très difficile. Tu sais, quand tu prends l'avion toutes les semaines, pratiquement, c'est du stress, c'est un coût financier. Je l'ai fait pendant 1 an, voir comment que ça donne. Et en fait, je voulais tester un peu. Tu vois. Avant, moi, je pense que quelqu'un qui veut s'expatrier, il faut qu'il teste. Ouais. Avant qu'il se lance et qu'il met tout le monde en difficulté. Je me suis dit, nous, on aime bien l'expatriation, on a l'expérience en plus. On s'est dit, on va tester, on va voir si ça nous plaît. Et puis moi, j'avais des critères. J'ai dit à ma femme,
Ok, j'aimerais bien que tu apprennes l'arabe, j'aimerais bien qu'il y ait des cours religieux, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs. Et puis, au bout d'un an, on revoit la situation. Et puis, au bout d'un an, bon, ma fille, elle était dans une école française à Casa, donc un voyage. Oui. Ouais. Mon fils, il est dans une école française. Puis ma femme, bon, quand elle va au Bakhral, elle s'est retrouvée avec des expatriés français. Ouais. Donc, elle faisait que parler français. Ouais. Ok. Il n'y avait pas d'arabe. Bon, si elle bricolait, quoi. Elle Mais n'était pas mes totalement enfants... intégrée, quoi. Ouais, non. Le problème, tu vas chercher la facilité, tu te mets Mm. avec les gens comme toi. Et finalement, il n'y avait pas d'arabe. Puis au niveau de la religion, beaucoup de gens ils disent ouais, je fais la hijra au Maroc. Je suis désolé, quand tu viens au Maroc, c'est pas une hijra parce que moi j'ai mon beau-frère qui s'est installé à Tanger. Il a pas. Enfin, pour moi, l'islam, tu vis ta religion. Après, il y a des endroits vraiment où tu peux faire hijra, hein, en mode. Je sais, par exemple, à Marrakech, tu as le quartier Mohamed, où là, vraiment, tu es en mode. Bon, vu comment ça se remplit, il y a de plus en plus de Français, donc je pense qu'elles se parlent français dans ce quartier. Ouais, c'est vrai que du coup, si vraiment tu t'orientes sur un truc comme ça, j'ai plus l'impression que c'est plus les Émirats, en fait, que tu viserais. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on est un tel amont. C'est-à-dire qu'en fait, on est particulier. On n'est pas un Marocain. On est Marocain, Français, MRE, etc. quoi. Et puis quand on vient en France, t'arrives pas comme ça et tu t'intègres et tu deviens un pote avec n'importe qui. Ouais. Tu vas t'entendre avec les gens comme toi. Ouais. Et le problème, c'est qu'au Maroc, quand ils font des cours, quand ils font des discours sur l'islam, c'est que de l'arabe. Hein. Ouais. Donc si t'es pas arabophone, tu vas pas être inspiré, tu vas pas apprendre. La mosquée, c'est comme en France. Hein. Tu pries, ils ferment la porte, hein, tu sors. Est-ce que pour toi, le hijra, c'est entendre le adhan, aller prier à la mosquée? C'est ça, le hijra? Pour moi, c'est pas ça. Moi, quand j'étais à Dubaï, hein, quand je suis venu te voir, j'étais impressionné par Dubaï parce qu'en fait, tu as des speakers qui parlent anglais, t'as même qui parlent français. Il n'y a pas de problème. Tu as une liberté religieuse. Et puis, tu as des gens qui se regroupent où on vit notre religion. Tu vois, on va jouer au foot entre nous. Il y a vraiment une partie sociale, tout ce qui est sociable que tu ne trouves pas ailleurs. Ici, au Maroc, si tu te retrouves isolé, il n'y a que la mosquée pour aller prier et il n'y a que le adhan. Pour moi, il vaut mieux rester en France. Ouais, mais là, aujourd'hui, on ne peut pas réellement dire ça. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué en France. En fait, tu sais, si tu ne regardes pas les médias, tu vivras bien. Le problème, c'est les médias. Quand tu vois ce qui se passe, quand tu écoutes ce qui se dit, moi, à un moment, j'ai arrêté d'écouter toutes ces conneries. Je me sens mieux. Je me sens chez moi, tu vois. Ouais, après, évidemment, quand tu vois ce qu'ils disent, ce qui se passe, bon, tu te dis, je suis pas chez moi ici, c'est pas possible. Ouais, quand tu écoutes les médias. Après, là où du coup on est un petit peu en désaccord, toi et moi, c'est que moi, je suis venu en France il y a quelques semaines, quelques mois, chez toi, pour faire mon déménagement. Et je me suis retrouvé dans les métros parisiens. Et j'ai senti que je n'avais plus ma place. je me suis senti vraiment mal à l'aise. Bon, après, il y a aussi l'angoisse du métro parisien qui m'avait manqué. Je crois que ça faisait 5 ans que je n'étais pas allé dans un métro. Mais je sentais que c'était plus pareil. Maintenant, je pense que c'est propre à chacun. Mais t'as une grosse barbe aussi. Hein. J'ai une grosse barbe aussi. Il y a un message, Il y a un petit message. Ça dérange certaines personnes. Ouais, ça dérange. C'est une des raisons aussi pour laquelle je suis parti, en vrai. Mais ouais, après ça, comment dire, on crache pas sur la France. On est français. La France, en tout cas, moi, je parle aussi pour moi. La France m'a fait grandir, parce que mine de rien, là, les Français sont bien aussi. Comment dire, on a une bonne image dans le monde. Lorsque tu es français, les gens adorent parler avec toi. Oh, you're a French guy. Du coup, on a on a les bagages français, c'est-à-dire l'éducation, même par exemple, un exemple typique, le permis de conduire. Le permis de conduire, moi, on l'a passé en France. Je suis désolé, quand tu es aux Émirats. Il n'y a que toi qui mets des clignotants et qui fait attention à qui arrive sur le côté. Et là, c'est pareil. Au Maroc aussi, voilà, on a quand même un bon bagage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est voilà, de faire, je pense, de faire évoluer un petit peu le monde. De là où tu seras, peu importe où tu seras, d'avoir une responsabilité, que tu sois au Maroc, en Malaisie, aux Émirats, tu as ta carte à jouer, tu as ta place à... Mais... Par exemple, nous, on a quitté les Émirats et on savait que notre futur, c'est soit la France, soit le Maroc. C'est nos deux origines, nos deux nationalités. Tu as dit un truc important, je voulais rebondir dessus. Tu as dit, on est des représentants. Moi, pareil, quand j'ai vécu en Angleterre, on ne m'appelait pas le Marocain, on ne m'appelait pas le musulman.
On me disait le French guy. J'étais un ambassadeur de la France en Angleterre. J'ai vécu 10 ans en Angleterre, on m'appelait The French guy is over there. Tu vois, donc en fait, je suis... C'est l'image. Je représente la France. Et ce que je faisais, j'étais l'ambassadeur de la France. Et quand tu réalises qu'en fait, je représente la France, je me dis... j'avais vraiment une fierté d'être français. En étant à l'extérieur de la France. Quand je revenais en France, je me sentais plus français comme quand j'étais à l'étranger. Tu vois, il y a ce problème-là d'identité. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je crois que j'avais vu quelqu'un, je ne sais plus qui disait ça, il disait, on est arrivé à un moment donné, je crois que c'était Ali Habibi, il disait, on est arrivé à un moment donné dans la période actuelle où on se dit qu'on est simplement ambassadeur de l'islam. Ouais. En vrai, quelle est notre identité qu'on ne peut pas nous arracher? Parce que la France, en vrai, ils peuvent nous retirer notre identité. Le Maroc, il peut nous enlever aussi notre identité. Bon, on aura toujours notre sang marocain et notre sang français. Mais l'islam, personne ne peut te le retirer. Tu es un ambassadeur de l'islam, tu es musulman. Et en tout cas, on demande à Allah de l'être jusqu'à notre dernier souffle. Bon, c'était une belle conclusion au niveau de l'expatriation. Je pense qu'on a un petit peu parlé de tout. On reviendra du coup pour un prochain épisode. Je pense qu'on a aussi pas mal de choses à discuter sur pas mal de sujets au niveau de l'adolescence. Je pense que pas mal de personnes... moi, je sais que je reçois aussi des retours des personnes qui te suivent, qui étaient sur ma page et puis qui sont parties sur la tienne, qui disaient que tu suivais par rapport vraiment aux réflexions et à l'inspiration que tu peux donner sur l'ado en général. Donc, je te laisse quelques mots si tu veux conclure et puis je conclurai le podcast. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur lesquels tu peux... Conclure ça, tu me l'avais pas dit qu'il fallait conclure. Ah là, c'est freestyle, mon ami. Alors, conclure, il y a deux choses. On a parlé d'adolescence. Donc, juste rappeler ce que j'ai dit, c'est très important. On a un rôle très important. On est tous coachs. On est coach de nos enfants, on est coach de notre Ummah. On a vraiment un rôle important. Et c'est important d'apprendre. C'est important de prendre des connaissances. Parce qu'on n'a pas eu un guide qui nous a dit voilà comment il faut éduquer ton fils, etc. Donc c'est important de prendre des connaissances, c'est important d'apprendre, iqra. Et ensuite, être patient. Parce que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Ouais. Être patient, persévérer, insister. Et puis peut-être que certains modèles s'appliqueront sur certaines personnes, peut-être pas. Donc c'est à vous de choisir ce qui est bon ou qui est mauvais. Comme tu l'as dit, on est tous uniques. Donc, au final, on est tous uniques, tout à fait. On teste, on tente des trucs. C'est ça. Et ce qui est primordial dans l'éducation, c'est l'amour. N'ayez pas peur de dire à vos enfants « je t'aime ». N'ayez pas peur de passer du temps et leur dire « écoutez, là j'ai une faiblesse, j'ai dit une erreur, je m'excuse ». Il faut s'excuser, il ne faut pas avoir de problème. Moi, je fais plein d'erreurs. Je dis souvent à mes enfants « je suis désolé, j'ai fait une erreur, je me suis emporté, je ferai faire attention la prochaine fois ». On doit se remettre tous en question. Bien sûr. Et on est des exemples. Si tu te remets en question, si tu leur montres de l'amour, si tu montres que tu es quelqu'un de faible, on est tous faibles, on fait tous des erreurs. Et l'enfant, il va apprendre. Il va avoir aussi cette capacité à se remettre en question. Et pas se dire « ah non, tu n'as pas le droit, tu es un homme, il faut que tu sois dur ». Non, on est tous faibles, on a tous nos faiblesses. Et alhamdoulilah, il faut se remettre à Dieu. Et donc ça, c'était par rapport à l'éducation. Par rapport à l'expatriation, comme tu l'as dit, il faut construire un projet. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être qu'on est bien où on est. C'est juste qu'il y a peut-être trop de bruit. Tu vois, les médias salissent un peu... La France est un pays magnifique. Maintenant, si on trouve qu'il y a un autre pays ailleurs, peut-être se donner 3 mois, s'installer 3 mois, voir ce que ça donne. Pas juste une semaine. Hein. Souvent, les gens ils passent une semaine ou un mois au Maroc. Ils disent « ouais, super le pays ». Non, il faut que tu passes 3 mois, 6 mois. Regarde si tu arrives à t'intégrer. Regarde quels sont les critères vraiment qui sont importants pour toi. Et puis, fais surtout ce qui est important, c'est salat istikhara. Demander à Dieu. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas très souvent, mais c'est primordial. C'est Allah qui te donnera vraiment le risque et surtout la next step, en fait. Inch'Allah. Écoute, barakallahu fik. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation aussi. Je sais que c'est pas évident de se retrouver en podcast, surtout la première fois. Eh bien, je vais conclure. Je regarde la caméra. N'hésitez pas à partager, à follow, à liker, à commenter. Ça fait tellement longtemps que j'étais plus revenu sur YouTube que du coup, j'oublie un petit peu les formules. Je mettrai tous les liens, toutes les informations en description de mon frère Mohamed. N'hésitez pas à le suivre. C'est vraiment une personne inspirante qui donne vraiment de très, très bons conseils.
Et puis voilà, on va s'arrêter là. C'était tout pour moi. C'était Mister Afk et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.